Propos avec le cas d'EDF et Vincent Kulkovic. Bonjour. Bonjour Cédric. Vincent, vous êtes le cofondateur et le directeur général de bienprévoir.fr. Alors on va recadrer un petit peu l'idée de notre démonstration en s'appuyant sur EDF. Il y a 5 ans, EDF a lancé un grand emprunt, c'est ça? Ouais, en juin 2009, à grand renfort de publicité et de communication dans les médias, EDF lançait un emprunt de 5 ans qui devait rapporter 4,5% aux épargnants, au grand public en fait. Donc cet emprunt arrive à échéance le 17 juillet. 270 000 Français épargnants, dont 20 000 salariés d'EDF, vont se voir rembourser, s'ils n'ont pas vendu auparavant leur obligation, vont se voir rembourser la somme qu'ils avaient placée. Donc ça, c'est le 17 juillet. C'était intéressant de se poser la question aujourd'hui de ce qu'on peut faire de ça, finalement. Bon, est-ce que si on regarde, même s'il nous reste encore quelques jours pour que cet emprunt soit remboursé, est-ce que c'était une bonne opération pour ces 270 000 épargnants qui ont choisi de confier leur argent à EDF? Oui et non. Oui, parce que EDF était une entreprise solide, c'est une entreprise qui existe encore, qui n'a pas fait faillite, évidemment. Donc, les épargnants qui ont placé leur argent en faisant confiance à EDF retrouvent leurs fonds et en plus, ils ont touché 5 coupons de 4,5%. Mais, à l'inverse, et nous le disions déjà chez bienprévoir.fr en 2009, nous considérions qu'à l'époque, EDF ne rémunérait pas suffisamment le risque. Malgré tout, EDF était noté AA3 par Moody's à l'époque. Et à l'époque, on disait déjà que pour une notation équivalente, normalement, EDF aurait dû verser 1 point de plus, 1% de plus à l'épargnant. Donc EDF avait joué un petit peu sur sa notoriété auprès du grand public pour verser un rendement inférieur à ce qu'il aurait dû faire. Donc c'était de ce point de vue-là, pas une très bonne opération du point de vue de l'épargnant. Bon. Sauf que EDF est toujours là et que l'emprunt sera remboursé. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans quelques jours lorsque l'on n'a pas revendu son obligation et qu'on va toucher une somme? Qu'est-ce qu'on fait des sommes remboursées? Ce que je dirais que déjà, il y en a peut-être qui ont eu une astuce. Ça aussi, c'était un point qui me paraissait important de rappeler. Il y en a qui ont éventuellement vendu en cours de route leur obligation, notamment en 2010, l'obligation EDF avait pris de la valeur. C'était très intéressant de le vendre. Ceux qui ont fait la meilleure opération, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont faite finalement, parce qu'ils ont pu vendre par anticipation en encaissant d'emblée une plus-value et après replacer ça sur un fonds en euros ou quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, si on est séduit par la thématique des obligations d'entreprise, le marché a complètement évolué et disons il a baissé en termes de rendement proposé. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver du papier équivalent, notamment accessible directement par les épargnants. C'est très difficile de retrouver du papier équivalent. Et aujourd'hui, si EDF réémettait auprès du grand public, il le ferait à un taux inférieur à 2%, voire autour de 1,5%. Donc il y a des alternatives. Non, il y en a quand même qui se présentent et qui viennent même faire un petit peu d'agitation. Il y a Oplata, par exemple, qui a récemment communiqué sur une... On est complètement dans une autre dimension ici, puisque Oplata, c'est une entreprise qui correspond... Mais c'est pas EDF, quoi. C'est pas EDF, c'est une PME. Le business d'Oplata, donc qui est de l'extraction d'or, c'est une société qui exploite des mines d'or. Le business est quand même beaucoup plus difficile à cerner, beaucoup plus petit. C'est une PME, donc là, proposer un taux à 8%, on peut se demander même si c'était suffisant en termes de rémunération du risque. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques PME qui viennent émettre, notamment à travers le marché qui a été organisé par Euronext depuis, qui s'est structuré. Et ce marché, précisément, s'adresse aux PME qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur deux environnements complètement différents, deux types de produits financiers complètement différents. Parce que le risque, comme vous le soulignez, Vincent, quasiment au début de l'entretien, c'est le défaut de l'émetteur, c'est ça? Le défaut de l'émetteur. Parce que là, EDF, vous avez commencé par dire, voilà. EDF est toujours là. Voilà. Le premier risque, c'est que l'entreprise fasse faillite. C'est déjà arrivé. Regardez, par exemple, Montsauffleur. Le groupe Montsauffleur avait émis une obligation, je crois, en 2010. Montsauffleur, depuis, a connu des déboires financiers. Les Français qui avaient prêté de l'argent à Montsauffleur n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils ont perçu, je crois, un seul coupon et encore. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une obligation qui a été rachetée par le repreneur de Montsauffleur à une valeur qui n'avait plus rien à voir avec le montant auquel elle a été émise. Donc là, il y a eu des cas encore récents de PME qui ont levé de la dette et qui ont eu des déboires financiers et finalement laissé des plumes en termes d'épargnants. Les épargnants ont laissé des plumes. Bon,
Aujourd'hui, si un épargnant a envie tout de même de s'intéresser à ce marché de l'obligataire d'entreprise, quelles sont les solutions qui s'offrent à lui? Vous avez évoqué rapidement la volonté de Ronext de soutenir un petit peu ce marché. Quelles sont les solutions, clairement, clé en main presque, que l'on peut offrir à nos auditeurs ce matin pour jouer ce marché obligataire? Alors, je dirais que pour l'épargnant, quand même la meilleure solution, c'est d'essayer de se tourner vers l'assurance vie. Pourquoi? Parce que quand on est par exemple sur le marché Euronext, on peut aller trouver même une très belle PME en qui on a confiance. Le problème qu'on aura, c'est que la liquidité ne sera pas assurée. C'est-à-dire que le jour où je veux revendre mon obligation, je ne suis pas sûr de trouver un preneur en face. Alors que si on se dirige vers l'assurance vie, un des principes fondamentaux de l'assurance vie, c'est que l'assureur s'engage sur la liquidité. C'est-à-dire qu'il ne s'engage pas sur le prix auquel il va vous racheter votre papier, mais s'engage à dire le jour où vous voulez vendre, je vous le rachète. Voilà, d'une certaine manière, on va se dire, essayons d'aller plutôt vers l'assurance vie. Et donc, dans le cadre de l'assurance vie, il y a deux solutions. Soit vous allez sur des produits type OPCVM qui vont avoir une couleur obligataire, soit vous allez vers des produits qui produisent finalement le comportement des obligations. Là, on est sur des produits qu'on dit alternatifs à un placement obligataire, plus risqués. Et là, vous allez avoir donc exactement le même genre de panier un petit peu. Vous allez pouvoir reproduire un panier d'obligations que va vous proposer un intermédiaire financier dans lequel il y aura par exemple 4 signatures mondiales, européennes, des grosses structures type EDF. Et puis là, en fait, vous allez avoir la liquidité assurée par l'assureur. Mais également, il faut rajouter à ça, en termes de risque, le risque de l'émetteur. C'est là où, finalement, on diffère un petit peu des obligations classiques, parce que l'émetteur, ça peut être une banque, c'est une institution financière. Donc, en plus des signatures que vous allez, entre guillemets, acheter, vous allez rajouter à ça le risque de l'émetteur. Passer par l'assurance vie, ça donc nous garantit une certaine liquidité avec l'assureur, et ça garantit presque une mutualisation du risque, parce qu'on passe essentiellement par des outils collectifs et du coup, on dilue un peu le risque. Surtout, d'une certaine manière, pour qu'un produit soit référencé dans le cadre de l'assurance vie, ça veut dire que le produit, d'une certaine manière, derrière, les gens qui ont conçu le produit ont dû montrer patte blanche. Donc c'est une certaine, entre guillemets, garantie, même si c'est pas une garantie sur le capital. Ce sont des produits qui... Et on a des exemples des noms, parce que parfois c'est un peu abstrait d'aller choisir comme ça un produit qui va avoir un joli nom, genre Serenis, enfin bon, bref. Alors aujourd'hui, ce que j'ai en tête, c'est que par exemple, il y a encore un peu de papier qui existe sur un produit qui va avoir 4 signatures européennes, américaines, le groupe Dell, le groupe informatique, Akastil, qui est un groupe industriel de la Syrie, de l'acier américain, etc. Il y a encore 2 autres signatures, dont ArcelorMittal. Donc ça, ce sont des signatures qui ont pignon sur rue, de grands groupes industriels. Et là, on est sur des rendements supérieurs à 5-6% et sur des durées de 7 ans. Donc dans le cadre de l'assurance vie, c'est vraiment idéal parce qu'on est sur la durée qui vous permet d'arriver finalement au bout de 7 ou 8 ans sur l'optimisation fiscale que permet l'assurance vie. Eh bien voilà, si vous êtes intéressé par cette obligation d'entreprise et que vous avez envie de la jouer, plutôt l'assurance vie. On avait illustré ce propos notamment avec EDF. Merci beaucoup Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr. Bon retour Vincent et à très bientôt. Le CAC 4455 points, il perd 0,3%. Restez avec nous dans un instant. Simon Tenenbaum pour le journal sur BFM Business.